Voilà, maintenant nous allons rentrer dans le vif du sujet. Pour démarrer notre première conférence, nous avons fait appel à Olivier Charbonnier. Certains d'entre vous le connaissent peut-être, d'autres pas. En tout cas, Olivier Charbonnier a déjà une carrière assez riche et fournie. Il est, outre qu'il est enseignant, entre autres à l'ENA, le SCP, mais il est aussi responsable d'entreprise et il a aussi une activité qui nous intéresse particulièrement aussi pour d'autres raisons, mais qui vont compléter son apport. Il est président d'une association qui s'appelle Consultants sans frontières, qui nous montre bien aussi son engagement au-delà des propos qu'il va nous proposer sur la vie de l'entreprise d'aujourd'hui et de demain, qui montre aussi qu'on ne s'engage pas seulement sur la technique, mais on s'engage aussi pour d'autres choses. Olivier Charbonnier, je n'en dis pas beaucoup plus, je vous laisse intervenir, nous vous écoutons. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Je suis à la fois ravi d'être là, un peu impressionné quand même, parce que devant toute cette énergie, on se dit qu'on espère qu'on va être à la hauteur. Alors bon, je vais faire le maximum, mais de toute façon, je vais faire ce que je peux. Donc merci de m'accueillir. Alors mon propos en fait va être de vous raconter en quelques mots, en une petite heure, comment le monde du travail en ce moment, comment le monde des organisations est en train de bouger, comme jamais il a bougé, on pourrait dire en tout cas depuis bien longtemps. Pour introduire mon propos, je vais vous présenter une petite vidéo qui dure 3 minutes 30, mais il faut que je vous la resitue quand même, cette vidéo. Cette vidéo, elle se passe chez Orange. Et en fait, on est en 2012, 2013, je fais une conférence chez Orange, il y a notamment le DRH, et je raconte l'histoire suivante. Je raconte que nos organisations, nos entreprises, dont fait partie Orange, ont toutes le même ADN. Nos organisations du XXe siècle, elles ont un ADN qui est composé de 3 grandes caractéristiques. Et ça, c'est vraiment important de comprendre ce qui est en train de se passer pour la suite. Leurs 3 caractéristiques, c'est que d'abord, elles détestent l'aléa, donc elles se sont organisées pour contrôler l'aléa. Elles ont mis en place des process, des contrôles, des règles, des procédures, etc. Deuxième critère, deuxième dimension qui les caractérise, elles rationalisent tout ce qu'elles peuvent, nos organisations. Et puis, leur 3e caractéristique, c'est qu'elles standardisent tout ce qu'elles peuvent aussi. Et finalement, tout ça, c'est-à-dire le contrôle de l'aléa, la rationalisation et la standardisation, ont conduit nos organisations, au fil des ans, au fil des décennies, à développer ce que j'appelle une architecture invisible, faite de process, de procédures, de règles, de relations hiérarchiques, de zones de confort, de routines, autant finalement d'éléments qui font que quand on arrive dans une organisation, et vous le verrez, je pense, dans peu de temps, quand vous intégrerez, si vous le faites, une entreprise, autant d'éléments qui font que quand on arrive dans une organisation, il y a plein de choses qu'on ne voit pas, mais qui pourtant existent et qui nous empêchent de faire ce qu'on aimerait faire, qui nous empêchent parfois d'innover, qui nous empêchent d'être malins, qui nous empêchent de décider rapidement, parce qu'il faut passer par toutes ces règles. Et le problème qu'ont nos organisations, c'est qu'au fil du temps, elles se sont tellement complexifiées qu'elles ont fini par créer de l'inertie, ou en tout cas par donner une impression d'inertie. Et cette inertie, qui a commencé à se ressentir déjà dans le courant des années 80-90, cette inertie, en tout cas cette force d'inertie, est devenue encore plus prégnante au début des années 2000 et encore plus aujourd'hui avec l'explosion du digital. Parce que le digital, souvenez-vous, non, vous vous souvenez pas, vous étiez beaucoup plus jeune, mais il n'y a pas si longtemps, au tout début des années 2000, on a vu commencer à voir partir des cadres bien payés, avec un statut assez protecteur, quitter leurs grandes entreprises pour aller travailler dans des start-up. C'était un tout nouveau mot. Et alors là, on les voyait un peu en forme de défiance, en short, en tongs, et les autres se disaient qu'est-ce qui est en train de se passer? Et finalement, à travers cette image du cadre quittant sa grande entreprise pour aller travailler dans une start-up, on a eu dans un raccourci un peu avant-gardiste de l'histoire qui était en train d'arriver, on a assisté finalement à ce qui est en train de se produire en ce moment, c'est-à-dire la tentative d'ouvrir, d'assouplir
ces organisations pour qu'elles accueillent plus facilement de l'agilité, de la créativité, de l'autonomie, etc. On va y revenir. En tout cas, c'est la promesse qu'on avait un peu en tête. Et j'y reviendrai, mais je ne suis pas sûr qu'il ne faille pas avoir un regard aussi un peu critique face à cette promesse. Mais je vais y revenir à plusieurs reprises dans mon propos. Donc on est à ce moment-là, et je viens de faire cette conférence chez Orange, et le DRH d'Orange vient me voir à la fin et me dit qu'est-ce qu'on peut faire pour justement transformer notre organisation et passer finalement de ce modèle, on va dire industriel, fondé sur l'ADN que je viens d'évoquer, à un modèle plus ouvert, plus souple, plus aéré. Et je lui dis, si vous avez un endroit qu'on peut investir, on peut monter une expérimentation dans laquelle on essaierait de réinventer le travail en s'affranchissant justement de cette architecture invisible pour voir ce que ça peut produire. Et 3 mois plus tard, il m'appelle en me disant j'ai trouvé, venez voir. Et effectivement, ça se trouve dans ce bâtiment. Alors ça c'est une photo des années 60 qu'on a reprise, mais on est à Métro Bonne Nouvelle à Paris. Et dans ce bâtiment qui appartient à Orange, il y a notamment 500 mètres carrés faits de gravats que personne n'utilise. Et le DRH me dit qu'est-ce que vous en pensez, est-ce qu'on peut faire quelque chose là-dedans? Et je dis évidemment qu'on peut faire quelque chose. On va installer cet espace expérimental et dans cette petite vidéo, donc, vous allez voir comment cet espace fonctionne aujourd'hui. Alors, pour le resituer, donc, on a 3 équipes d'Orange, 60 personnes, 3 équipes de 20 personnes, une équipe qui vient des ressources humaines, une équipe qui travaille sur des objets connectés et une équipe qui travaille sur les devices, et sur notamment les smartphones. Ces 3 équipes donc, sont là au quotidien, mais avec elles travaillent aussi 2 startups qu'on a installé à l'intérieur de cette villa, Bonne Nouvelle, et également des freelances, graphistes, designers. Et puis, on a aussi de temps en temps des artistes qui viennent s'installer quelque temps, pas forcément j'irai pas jusqu'à dire qu'ils sont en résidence, mais en tout cas, qui viennent s'installer aussi pour inspirer. Et tout ce petit monde, et c'était le deal passé avec Orange, tout ce petit monde est complètement libre, il n'y a pas de dress code, il n'y a pas d'horaire. Ils viennent s'ils veulent, d'ailleurs on leur demande rien. On a demandé au management de se mettre un peu en retrait. Toutes les semaines, on a monté un collectif de gouvernance. Vient qui veut. Le collectif de gouvernance, c'est un endroit ouvert dans lequel on raconte ce qui ne va pas, ce qu'on aimerait. On raconte aussi ce qu'on a fait au cours de la semaine présente pour améliorer l'espace. On y avait aussi nommé un feel good manager, c'est-à-dire quelqu'un qui est là uniquement pour que les gens soient heureux. En tout cas, on voulait expérimenter ça. Et donc, on a lancé cette expérimentation en se disant, on ne sait pas ce que ça va produire, en toute transparence avec les participants, pour voir. Et voilà, donc juste 3 minutes 30 de vidéo qui racontent un peu, qui montrent le lieu, qui donne un peu à voir ce lieu. À la Villa Bonne Nouvelle, le temps s'écoule différemment. Il n'y a pas d'horaire prédéfini. On arrive et on part quand on veut. On se détend dans la journée, certains travaillent le soir. Peu importe, chaque équipe choisit son rythme. Quand on arrive, on s'installe où on veut. Dans un canapé, sur un tabouret de bar, à la cuisine, tout est modulable. Les bureaux sont sur roulettes, on les déplace en fonction de nos besoins. La Villa Bonne Nouvelle, c'est comme une ruche. Plusieurs équipes en mode projet travaillent côte à côte, face à face, dos à dos. Toutes les conditions sont réunies pour délivrer dans les temps. Et le jeudi, à l'heure de l'apéro, on se retrouve autour d'un verre. On discute et on rencontre de nouvelles personnes. À la villa, le manager travaille à la même table que son équipe. C'est plus pratique pour échanger. Tous les jeudis matins, à tour de rôle, un membre de chaque équipe, du stagiaire au manager, siège au collectif de gouvernance. Pendant 1 heure, on réfléchit, on partage nos idées. C'est grâce à ces moments-là que la villa évolue sans arrêt. Tout cela ne serait pas possible sans notre Feel Good Manager, qui nous connaît tous par notre prénom, fluidifie nos échanges et veille à ce que nos initiatives aboutissent. À la villa se mélangent des personnes d'horizons bien différents. Qu'ils soient d'Orange, designers freelance, artistes ou membres d'une start-up,
ils arrivent avec leurs projets et partagent leur savoir. On s'observe, on se rencontre et on apprend les uns des autres. Aujourd'hui, les équipes se rapprochent et sont plus soudées. Un vent de productivité, de fluidité et d'humanité souffle sur la villa. La collaboration entre les équipes d'Orange et l'extérieur pousse à la créativité. L'émulation est là. De nombreuses idées naissent. Certaines ont abouti, d'autres restent à concrétiser. Le projet de l'un devient le projet de l'autre le temps d'une discussion. Nous sommes tous dans le même bateau, du coup on s'implique et on s'engage les uns vis-à-vis des autres. Plus qu'un bureau, la villa devient un lieu de vie. Les moments de convivialité sont des prétextes pour mieux se raconter. On entend les mots plaisir, ouverture, euphorie, autonomie sortir de la bouche des habitants. Le travail devient indissociable de l'aventure humaine. Parce qu'on s'y sent bien, on s'investit à la villa. Abdallah organise un ciné-club et Sophie veut nous apprendre le yoga. Le sentiment de mieux travailler, d'être plus autonome, impacte sur la production. Mais nous n'en sommes qu'au début. Saurons-nous investir le lieu et nous l'approprier pour en faire un endroit qui nous ressemble vraiment? Allons-nous collaborer naturellement entre équipes? Comment va évoluer notre rapport au temps de travail? Rendez-vous au prochain épisode. Alors, merci. Paradoxalement, j'y reviendrai, mais je porte aussi un regard un peu critique sur ce qu'on a fait. Mais justement, c'est aussi l'intérêt de pouvoir en discuter aujourd'hui. Alors, tout ce travail-là, ou en tout cas cet espace-là, c'est le fruit d'un travail d'une équipe. Il y a une dizaine d'années, j'ai monté un laboratoire avec quelqu'un qui s'appelle Sandra Anlard. Et ce laboratoire, il y a une dizaine d'années, c'était un terrain vague, un peu même une zone de jeu clandestine, où on essayait de comprendre ce qui était en train de se passer avec le digital dans nos entreprises. Et donc, on travaillait avec des hackers, on travaillait avec des artistes numériques, on travaillait aussi avec quelques jeunes startups pour mieux saisir ce qui se passait. Puis, progressivement, ce laboratoire a pris de plus en plus de place. Et c'est même devenu un peu... Enfin, on a créé une agence et on s'est dit... compte tenu de l'ampleur de ce qui est en train de se produire, on n'a pas envie de recréer un cabinet conseil avec ses consultants, ses PowerPoint et ses matrices, etc. Et donc, on a pris le parti de recruter des profils assez différents. Donc, on a recruté une archéologue, un paysagiste, des ingénieurs de télécom. On a même 2 étudiants qui venaient de la Cato de Lyon. Et donc, voilà, aujourd'hui, c'est un petit groupe assez hétérogène qui, en soi, déjà dans sa façon de travailler, constitue pour nous un peu un laboratoire de nouvelles façons de travailler. Alors justement, ces nouvelles façons de travailler, ou cette question du travail, comment est-ce qu'elle s'exprime aujourd'hui dans les organisations? J'ai organisé mon propos autour de 6 points, 6 points qui constituent ce qui me semble être aujourd'hui 6 grandes transformations, 6 points de tension, 6 mutations qui bousculent le travail, qui bousculent la relation au travail, et qui, quand on les comprend, nous permettent aussi de mieux comprendre le type de compétences qu'on va de plus en plus vous demander, dont on aura de plus en plus besoin. Dans ce que je vais vous raconter, il n'y a pas de... Je vous propose qu'on soit ni technophobe ni technophile, qu'on prenne justement cette heure qui vient ou ces 3/4 d'heure qui viennent pour se placer un peu au-dessus, pour se dire essayons de comprendre, pour ensuite prendre position. La première transformation la première mutation, le premier élément qui me paraît peut-être le plus important, et c'est pas un scoop, mais vous vous en rendez peut-être même plus compte tellement vous baignez dedans, c'est l'explosion de l'information. L'explosion de l'information, on n'avait pas vu ça depuis 1454, quand l'imprimerie a été inventée. Et encore en 1454, il a fallu 50 ans pour produire 8 millions d'ouvrages. Aujourd'hui, on estime que 90% des données qui circulent sur la toile n'existaient pas, ou en tout cas ne circulaient pas, il y a 2 ans. Donc on est vraiment sur un phénomène sans précédent. Et face à ce phénomène, on est très ambivalent. D'un côté, on sature parfois. On parle d'infobésité, de surcharge cognitive. Il y a ce sentiment de journée qui ne se termine jamais, de mails auxquels on n'a jamais fini de répondre. Et puis, de l'autre, cette information, c'est notre matière première.
En tout cas, aujourd'hui, moi, de toutes les entreprises dans lesquelles je vais, qui sont mes clientes, oui, ça c'est toujours. Oui, c'est dans ce sens-là. Oui, d'accord. C'est le côté régionaliste. Aujourd'hui, toutes les entreprises dans lesquelles je vais, finalement, fonctionnent de la même façon. Elles ont des gens, des femmes et des hommes, qui sont derrière des écrans. Et quel que soit leur métier, ils captent des signes, ils les traitent, ils les interprètent, ils les trient, ils les filtrent, ils en produisent de nouveaux, ils les diffusent. Et finalement, on fait tout ça avec tout ou partie de nos 10 doigts, mais surtout avec notre cerveau. De fait, c'est devenu notre matière première. Et pire, on est même un peu devenu addict à cette matière première. Pour ceux ou celles qui ont des amoureux, combien de fois vous êtes pris à finalement presque regarder plus souvent votre écran que votre amoureux ou votre amoureuse. Parfois, le matin, on se réveille, la première chose qu'on regarde, c'est son écran. Et le soir, la dernière chose qu'on regarde avant de s'endormir, c'est son écran aussi. Et donc, on est très ambivalent parce que d'un côté, on sent bien que c'est trop, d'un côté, on sent bien que parfois, on aimerait bien couper, mais de l'autre, on voit bien aussi qu'on a du mal à s'en passer. Et ça va aller crescendo. Ça va aller crescendo parce que vous le savez bien, il doit y avoir quelques ingénieurs dans cette salle, les objets connectés sont en train d'exploser. Avec eux, c'est l'information qui va continuer à exploser. Les algorithmes sont de plus en plus puissants. Les machines qui les reçoivent, elles aussi, sont de plus en plus puissantes. Et de fait, on va de plus en plus vivre dans un monde immergé d'informations. On pourra de moins en moins vivre sans. Et on est tous de plus en plus d'accord pour dire qu'aujourd'hui, ou demain, l'accès Wi-Fi correspondra à l'eau courante ou l'électricité. On ne comprendrait même pas qu'on n'ait pas de Wi-Fi sur une zone de la planète. Ce n'est pas encore le cas aujourd'hui. Juste quand même quelques chiffres pour ne pas oublier qu'on est dans des endroits un peu privilégiés. 18% de pénétration en Afrique pour Internet, 12% en Asie, 82% en Europe. On voit qu'on ne joue pas encore sur les mêmes terrains, mais on voit aussi que ça va de plus en plus vite. Cette explosion de l'information, elle soulève évidemment une question majeure, c'est la question de nos compétences à traiter cette information-là. Et aujourd'hui, on n'en est qu'à l'âge de pierre. On n'en est qu'au début, c'est complètement empirique. On traite cette information comme on peut, mais sans forcément être très très à l'aise encore. Alors, bien sûr, il y a des outils qui se développent, les fameuses notamment interfaces homme-machine. Il y a l'interface orale, ceux qui ont un iPhone le savent, avec Siri, ça reste encore un peu rustique. Ça me permet très vite d'aller chercher de l'info. Il y a l'interface gestuelle, ceux qui ont déjà joué avec une Kinect le savent bien. Alors, un exemple d'application d'interface gestuelle dans le monde de l'entreprise pour alléger notre charge cognitive, c'est par exemple Noroto. Pour ceux qui sont de Lille, vous connaissez, Noroto, ça fait partie des entreprises qu'on évoque de plus en plus souvent. On a travaillé un peu avec eux, pour l'instant on n'est pas encore allé jusqu'au bout parce que c'est en cours, sur la situation suivante. Vous êtes mécano chez Noroto, quelqu'un arrive avec son véhicule, c'est une 5008, la porte coulissante est en panne, les mécanos sur place n'ont jamais après à réparer de 5008, il n'y a pas de porte coulissante en tout cas. Qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui? Ils retirent leurs gants pleins de cambouis, ils vont au fond de l'atelier, là où il y a un ordinateur, ils tapent, ils cherchent le mode d'emploi délivré par le constructeur. Quand ils le trouvent, ils mémorisent la procédure de réparation, ils reviennent sur le pont, ils réparent le véhicule, etc. Parfois, ils font des allers-retours parce qu'ils ont oublié. Avec une interface gestuelle, on peut tout à fait imaginer que notre mécano, depuis son poste de travail, depuis le pont, à distance, tourne des pages, clique, ouvre, et finalement allège son cerveau pour pouvoir opérer au mieux ce véhicule. Autre exemple, on a travaillé dans le champ du nucléaire aussi, où quand vous intervenez dans une centrale nucléaire, il faut quand même maîtriser plein de connaissances pour ne pas se laisser avoir par la radioactivité. Et sauf qu'il y a un moment où ces connaissances créent un trop-plein, donc on s'est amusé à voir jusqu'où on pouvait plugger dans des puces RFID, plugger des connaissances directement dans la centrale pour alléger la charge cognitive. Sauf que ça pose évidemment une question, c'est que plus on allège la charge cognitive, c'est-à-dire plus j'allège mon cerveau, moins j'impose à mon cerveau de tout retenir, puisque je peux déléguer à la machine, plus du coup mon temps de cerveau est disponible. Et alors, effectivement, on assiste en ce moment à une espèce de grande guerre feutrée des temps de cerveau. C'est-à-dire qu'aujourd'hui,
On estime qu'il y a 3 milliards, 25 millions de personnes qui sont connectées à Internet. 3 milliards fois 24 heures égale le marché mondial du business aujourd'hui. C'est un marché de temps de cerveau. Et tout l'enjeu, c'est de venir prendre le plus possible de votre temps de cerveau pour vous vendre le plus de choses possible. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que non seulement d'un côté, il va falloir qu'on apprenne tous de plus en plus à utiliser au mieux l'information, à la traiter, à la filtrer, à aller peut-être de plus en plus vite, à utiliser des outils qui nous permettent de... Mais il va falloir aussi qu'on apprenne à se protéger, de ces intrusions, de ces invasions même. Moi, de plus en plus, j'ai deux enfants qui ont 14 et 16 ans, je leur dis oui à tous les équipements qu'ils veulent, contrairement à ce que font plein de parents. Et pourquoi je leur dis oui à tous les équipements qu'ils veulent? Parce que je suis convaincu que le vrai sujet, c'est de leur apprendre à décrocher. C'est de leur apprendre à se protéger de cette tendance addictive. Et que le vrai apprentissage, il est bien plus de décrocher que de ne pas y aller. Il est bien plus, en tout cas, de décrocher que même peut-être d'apprendre à traiter de l'info. Ce que je veux dire par là, c'est que finalement, sur ce premier point, sur cette première tension, il y a à mon sens deux gros sujets en termes de compétences. Le premier, c'est apprendre à traiter de l'information. Ça ne s'improvise pas, ça s'apprend. Le deuxième, c'est apprendre à s'en protéger. Deuxième transformation qui me paraît majeure, c'est ce que j'appelle la grande confusion. C'est la confusion des temps, c'est la confusion des espaces, c'est la confusion des situations. La confusion des temps, ça fait déjà quelques années qu'on la pratique, et il y a quelques années, les premiers qui l'ont découvert d'ailleurs dans le monde de l'entreprise, c'est ceux qui s'étaient vus dotés d'un BlackBerry. Le BlackBerry, c'était un marqueur de réussite socio-professionnelle. Quelqu'un qui avait un BlackBerry, c'est déjà quelqu'un qui avait réussi. Je ne sais pas si vos parents en ont eu un, mais c'était un signe de réussite. Et en même temps, ceux qui se sont vus dotés d'un BlackBerry se sont assez rapidement rendus compte, pour reprendre leur expression, que c'est aussi un peu un fil à la patte. Parce qu'effectivement, ils se sont rendus compte qu'il y avait de moins en moins de différence entre la journée et le soir, entre la semaine et le week-end, entre l'année et les vacances. Aujourd'hui, le BlackBerry est mort ou presque. Les smartphones l'ont remplacé. Les smartphones, aujourd'hui, touchent tout le monde. Et de fait, cette confusion est en train de gagner du terrain à grands pas. Pire, on parle de polychronie. Pour ceux qui ont fait du grec, poly, plusieurs, chronie, chronos, le temps, plusieurs temps. En fait, concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que de plus en plus, on tente à confondre le temps de la réflexion avec le temps de l'action et le temps de la décision. Parce qu'on a le sentiment qu'on ne pourra pas tout faire si on fait les choses successivement. Alors, on essaye d'apprendre tant bien que mal à vivre dans cette grande confusion, pour le pire comme pour le meilleur. Le meilleur étant que je fais ce que je veux quand je veux, le pire étant qu'il n'y a plus de moments, peut-être un peu spirituels, un peu des moments de retraite, des moments où on se retrouve soi avec soi, parce qu'il y a une abondance et que tout se mélange. Confusion des temps, mais aussi confusion des espaces. De plus en plus, l'espace de travail ressemble à un espace privé. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'en voir ou si vous aurez l'occasion d'en voir, mais dans certaines entreprises, on retrouve maintenant l'inoxydable baby-foot. Mais on trouve aussi des fauteuils, des canapés, des couleurs un peu régressives. Et puis finalement, on est en train de réaménager des espaces de travail comme si c'était la maison. Et puis d'ailleurs, les espaces de coworking qui se multiplient nous proposent des espaces pas du tout de travail a priori, mais plutôt des espaces aussi très cool qui ressemblent à une maison de campagne, à un salon. Google lui-même a développé des Google Bus qui vont chercher les cadres de Google dans San Francisco pour les amener dans la Silicon à 70 km. Et les bus sont équipés comme peut-être presque une petite maison pour être bien, pour pouvoir travailler évidemment, parce que quand même Google n'est pas fou, mais dans une logique productiviste. Les Starbucks Café ont signé des conventions avec des entreprises pour accueillir leurs collaborateurs dans de bonnes conditions. Donc, confusion des espaces. Confusion, enfin, des situations. Il y a une confusion croissante entre le producteur, le travailleur, le salarié, on peut l'appeler, et le client. À chaque fois que je fais un virement bancaire sur Internet, je fais le travail que faisait mon conseiller clientèle il n'y a pas si longtemps. Quand j'achète un billet de train SNCF, je fais le travail que faisait le guichetier. Quand je
poste un commentaire sur un hôtel ou sur un bouquin, je suis en train de travailler gratuitement pour des opérateurs. D'ailleurs, ça a même un nom, on les appelle les Digital Labor. C'est nous tous. Dès qu'on commande, dès qu'on like, on travaille pour des opérateurs qui vont utiliser ces données-là. Et finalement, c'est plus bien si on est client ou producteur. Alors, ce que je veux dire dans cette deuxième transformation, c'est que on est en fait quelque part en train d'assister à une grande dérégulation, sans trop se rendre compte. Il y a encore quelques années, il y avait le temps du travail et le temps de la famille, ou le temps des amis. Il y avait le temps de la semaine et le temps du week-end. Il y en a même qui allaient encore à la messe le dimanche. Je sais bien, il y en a encore aujourd'hui, vous le savez bien. Mais justement, cette confusion quand même va croissante. Et je dirais que dans cette deuxième tension, il y a à la fois une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est qu'effectivement, on n'a jamais été aussi libre de faire ce qu'on voulait quand on voulait. Et moi, le premier, parfois, il m'arrive d'être à l'autre bout du monde et de continuer à travailler avec des clients. Et quel bonheur, quel luxe de savoir que je travaille dans un autre environnement plutôt que d'être arrimé à mon environnement. Mais en même temps, cette grande dérégulation, elle risque de fabriquer de l'exclusion. Elle risque de fabriquer des gens qui décrochent parce qu'elle ressemble un peu à une grande centrifugeuse dans laquelle, si on n'a pas les codes, si on ne sait pas faire, on peut vite se retrouver sur le bord du carreau. Alors, qu'est-ce que ça nous apprend en termes de compétences ? Ça nous apprend qu'il va falloir, d'une part, apprendre de plus en plus à s'autoréguler. Et ça, c'est pas facile. Quand je peux travailler de n'importe où, à n'importe quel moment, c'est bien le problème, c'est que je peux travailler de n'importe où, à n'importe quel moment. Ça veut dire que je peux travailler tout le temps et devenir fou. Ça veut dire aussi que je peux procrastiner tout le temps et remettre à demain mon travail. Et qu'il va falloir qu'on apprenne à s'autodiscipliner, à s'autoréguler justement, pour reprendre le terme. Il va probablement aussi falloir qu'on soit un peu solidaire avec ceux qui sont moins à l'aise avec ça, parce qu'encore une fois, on risque sinon d'en laisser quelques-uns sur le bord de la route. Troisième point de tension, qui me paraît majeur, troisième mutation, c'est que le lieu de travail, du lieu de contrainte qu'il est encore aujourd'hui, va devoir devenir en tout cas un lieu de ressources. Aujourd'hui, les entreprises sont encore assez tristounes quand même, quand on les regarde. C'est un peu gris, voilà, ça ne fait pas rêver. Alors, moi, ceux qui sont de ma génération, on est tous bien formatés quand même pour tous les jours se rendre à son travail, parce que depuis tout petit on fait ça et qu'on ne change pas 40 ans ou 50 ans d'habitude. Mais les générations que vous incarnez, qui arrivent sur le marché du travail, disent de plus en plus « Moi, il est hors de question que j'aille travailler dans l'entreprise dans laquelle travaillait mon père, c'est tellement triste, je ne veux pas ça. » Quand bien même elle recruterait. Mais bon, il y en a encore. Et finalement, de moins en moins, on risque de se rendre sur son lieu de travail. Tout simplement parce que se lever le matin, faire 1 heure de transport, laisser au passage une empreinte carbone à laquelle on est de plus en plus sensible, surtout depuis la COP21. Pour arriver sur son lieu de travail, dans un open space qui soit tellement bruyant qu'on se met de la musique sur les oreilles pour ne pas être dérangé par les autres, soit tellement calme qu'il en ressemble un peu à un mouroir. Pour revenir le soir, rebelote, 1 heure de transport, trace carbone, etc. Et se dire finalement, j'ai fait avec mon ordinateur depuis mon travail en 8 heures, ce que j'aurais pu faire depuis ma maison en 4 heures, à quoi cela rime-t-il ? Le problème, c'est que si on laisse faire ça, ce que j'ai fait moi, avec ma boîte, j'ai une petite boîte, on a une trentaine de consultants, si on laisse faire ça, on perd 2 choses extrêmement précieuses dans le travail, dans les entreprises. D'abord, on perd la dynamique collective. On a coutume de dire à l'interface, le talent est individuel, la performance est collective. Concrètement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que déjà depuis tout à l'heure, quand je vous entends applaudir, crier, hurler, on voit qu'il y a une énergie collective. Vous seriez tout seul, il n'y aurait pas toute cette énergie. Un collectif, c'est de la solidarité, c'est du soutien. Très concrètement, quand j'ai commencé à dire aux consultants, travaillez de chez vous si vous voulez, c'est pas un problème, je vous comprends. Il y a eu de moins en moins de consultants qui sont venus travailler à Interface. Jusqu'au moment où j'allais dans les bureaux avec un appel d'offres, et là, il n'y avait plus qu'un consultant qui se demandait même ce qu'il faisait encore là tout seul. Et en me voyant arriver, je sentais dans son regard toute la misère du monde.
parce qu'il savait que j'allais lui demander du boulot et qu'il allait devoir dire oui tout seul. Je dis tiens, tu veux pas prendre un peu de temps pour répondre à un appel d'offres? Il n'avait pas le choix. Quand vous avez un collectif, vous arrivez avec le même appel d'offres. Là, il y en a un qui dit moi j'ai pas trop de temps, mais je veux bien donner un coup de main. Alors du coup, il y en a un deuxième qui dit ah bah tiens, moi je veux bien t'aider aussi si tu veux, on peut réfléchir ensemble. Du coup, il y en a un troisième qui dit moi je veux bien m'occuper de l'appel d'offres si vous bossez avec moi. Et donc il y en a un quatrième qui dit bah je veux bien bosser avec vous. Et hop, il y a une dynamique collective qui s'est mise en place. Mais quand tout le monde travaille de n'importe où et qu'on n'a pas forcément encore l'agilité pour se retrouver si rapidement, il y a un vrai risque de délitement des dynamiques collectives. Puis un deuxième risque, c'est une perte d'identité. Tous les jours, quand on va à son travail, dans son organisation, il se passe plein de choses. Il y a des valeurs qui circulent, il y a des codes, il y a ce qu'on appelle l'éthos qui se construit sans même que ça se voit. Et c'est pas pareil de travailler pour TF1 ou de travailler pour France Télévisions. C'est pas pareil de travailler pour Médecins Sans Frontières et de travailler pour Coca-Cola. Et le fait de se rendre à son travail participe aussi de cette construction. Alors, qu'est-ce qu'on peut en tirer en termes de compétences, puisque c'est aussi un peu la commande qui m'a été passée, c'est que finalement, de plus en plus, quand on se rend sur son lieu de travail, et je me rends compte de tous les jours à Interface, on s'y rend avant tout dans des logiques, et on le fera de plus en plus dans des logiques collectives, dans des logiques de collaboration. Ça ne sert à rien, effectivement, de se rendre sur son lieu de travail si c'est pour rester seul toute la journée. Et là, il y a une transformation aussi qui est assez intéressante. Moi, par exemple, il m'arrive de plus en plus souvent, quand j'ai besoin de travailler sur un projet, de me concentrer, je ne vais pas dans mon cabinet. Je m'installe parfois dans un café, à 100 mètres du cabinet, personne ne sait où je suis, je le dis surtout à personne. Je travaille 2 heures tranquillement, de façon à ce que quand j'arrive à mon bureau, là, je suis disponible pour parler, pour interagir. Et donc, il y a derrière ça une question de compétences collectives, de positionnement, de dynamique collective, qui va prendre de plus en plus d'importance dans le rapport au travail. La 4e transformation, elle est, j'allais dire peut-être la plus importante, mais finalement je crois qu'elles le sont toutes. La 4e quand même, c'est ce que j'appelle la mise en scène. De plus en plus, on va devoir mettre en scène notre travail et nous-mêmes. Je m'explique. Le travail, d'abord la mise en scène du travail. Le travail devient de plus en plus liquide, de plus en plus invisible. Hein, je le disais tout à l'heure, quand on arrive dans un endroit, dans une entreprise, on voit des gens derrière des écrans, mais on ne sait pas ce qu'ils font. Et ça crée même parfois des malentendus. Une toute petite histoire qui m'est arrivée il y a 15 jours à Lille. J'intervenais pour EDF avec une trentaine de top managers. Et cette promo de 30 top managers avait une marraine, qui est l'une des grandes patronnes d'EDF. Et cette marraine a passé la journée avec eux, avec nous. Moi, j'intervenais à peu près toute la journée et symboliquement, c'était pas rien. Elle prenait du temps, on sait qu'elle est très prise. Donc, a priori, c'était plutôt une bonne démarche. Sauf que toute la journée, on l'a vu taper sur son smartphone. Et à 3-4 reprises, elle a pris la parole, mais sinon, on l'a vu tout le temps sur son smartphone. Tant et si bien, quand on a fait l'évaluation, elle s'est un peu faite et triée. Les gens ont dit, on se demandait ce qu'elle faisait là. On a même eu l'impression qu'elle se moquait de nous. Et alors du coup, on était un peu mal à l'aise, et donc on débriefe après avec la marraine pour savoir elle comment elle avait vécu la journée. Elle n'était pas là à ce moment-là, au moment de l'évaluation. Donc on débriefe après avec elle. Et elle nous dit, mais moi j'ai trouvé que la journée était passionnante. J'ai passé ma journée à prendre des notes sur mon téléphone. Vous voyez le malentendu? Tout le monde pensait qu'elle textotait, qu'elle répondait à ses mails. Et alors, évidemment, ce travail invisible, d'abord, crée des malentendus pour les gens qui sont autour de nous, nos collègues. Et quand vous venez de dire non à un collègue parce que vous n'avez pas le temps de l'aider et qu'il a l'impression que vous êtes sur Facebook depuis 2 heures, c'est pas très confortable. Peut-être qu'en fait, vous êtes juste en train de faire la promo de votre projet et que vous avez créé une page Facebook. Mais lui, il ne le sait pas, ça. Il y a 1000 malentendus comme ça. Il y a quelque temps, une grande banque nous a demandé de l'aider à rendre visible, visuel, les métiers d'une agence bancaire. En nous disant, quand un client arrive dans une agence, parfois certains clients s'énervent parce qu'ils ne comprennent pas pourquoi la personne qui est là ne la reçoit pas,
alors qu'ils doivent faire la queue pour être reçus par une autre personne, parce qu'on ne sait plus qui fait quoi. Et d'ailleurs, on ne sait tellement plus qui fait quoi que soi-même, parfois, on ne sait plus bien ce qu'on fait. Il y a quelqu'un qui s'appelle Matthew Crawford, qui a écrit un bouquin, ou alors que certains ont peut-être déjà lu, qui s'appelle L'éloge du carburateur. Alors c'est un bouquin que je vous invite à lire parce qu'il raconte bien cette histoire. Matthew Crawford, pour payer ses études de sciences cognitives, était mécanicien. Et puis il finit par décrocher son doctorat de sciences cognitives et il est recruté dans une agence de knowledge management à New York, ce qui est plutôt une bonne chose quand on a ce type de doctorat, et de fil en aiguille, il gravit les échelons jusqu'à devenir patron de cette fondation. Et arrivé un peu au sommet de sa gloire, si j'ose dire, progressivement, il est envahi par les doutes. Il se demande finalement si ce qu'il fait sert à quelque chose, si ce qu'on fait dans cette fondation sert vraiment à quelque chose. Il se dit, si les synthèses qu'on rédige étaient mal rédigées, si elles n'étaient même pas terminées, qui s'en rendrait compte? S'il y avait des erreurs, qui le verrait? S'il y avait des coquilles, qui nous le reprocherait? Et puis d'ailleurs le soir, est-ce que j'ai vraiment fini de travailler quand je ferme mon ordinateur? Et puis quand je ferme mon ordinateur, en plus je vois un truc lisse, je ne sais même pas ce que j'ai fait. Et jour après jour, doute après doute, il finit par se demander pourquoi il est là. Et un matin, il arrive dans sa tour, et là il voit un local à louer en bas de sa tour. Et il décide de tout arrêter, de louer le local, pour monter un atelier de mécanique. Et c'est un atelier qui est destiné à réparer les motos des cadres qui se rendent tous les jours dans cette tour. Et là, il raconte le bonheur qu'il a quand il entend un client partir avec sa moto et un carburateur bien réglé. D'où l'éloge du carburateur. Et là, il dit, je sais que mon travail est terminé, je sais que mon travail est bien fait, je sais pourquoi j'ai été payé, je sais pourquoi mon client est content, je sais que je peux rentrer chez moi, le cœur tranquille, l'esprit libre. Moi, cette sensation, ça fait des années que je ne l'ai pas ressentie. De me dire, ça y est, c'est fini, j'arrête. Ma journée est finie. Non, parce qu'il y a tout le temps des mails qui arrivent. Il y a tout le temps un dossier qu'on pourrait un peu améliorer. Il y a tout le temps des sites internet que je veux lire et que je n'ai pas vus. Il y a tout le temps. Mais en même temps, c'est très invisible. Alors, cette question de la mise en visibilité, de la matérialisation, elle est en train de se poser avec de plus en plus d'acuité dans nos organisations. Et de plus en plus, on travaille, nous, avec des designers. D'ailleurs, j'en ai recruté 2 ces 6 derniers mois, et je suis encore en train de chercher. Je cherche même plus en ce moment des consultants RH en stage, je cherche des graphistes en stage pour pouvoir les recruter derrière, parce que, de plus en plus, je sens que j'ai besoin de matérialiser le travail. On n'arrête pas de parler de collaboration. Mais comment est-ce que vous voulez que des gens dans un espace de travail collaborent s'ils ne savent pas ce que font les autres? C'est impossible. On collabore les uns les autres quand on sait ce qu'on fait. Mais sinon, ce n'est pas possible. Donc il y a un sujet majeur, c'est comment donner à voir ce que je fais. Alors, ça peut se traduire de 1000 manières. Par exemple, si vous visitez des incubateurs de start-up, vous verrez que devant chaque équipe, en principe, il y a un papier, un paperboard, avec le fameux pitch, où il raconte le projet sur lequel il travaille, pour pouvoir être interpellé. Autre exemple, on travaille en ce moment, on accompagne une dizaine de grosses boîtes dans leur transformation. On travaille notamment sur cette question de la mise en scène. Alors, on forme des gens en interne qui vont eux-mêmes aller voir leurs collègues pour les aider à utiliser le digital et notamment à mettre en scène leur travail. Puis, il y a quelques temps, on a comme ça quelqu'un qui arrive dans un service, le service du contentieux. Et puis, le service du contentieux, ils étaient une dizaine, ils sont une dizaine, moyenne d'âge 57 ans, pas très loin de la retraite pour quelques-uns. Et le service du contentieux, eux, ils disent, vous savez, le digital, la mise en scène, tout ça, c'est pas notre sujet. Nous, on est au contentieux et... Puis on discute un peu avec eux. Bon, ils jouent le jeu, ils nous racontent ce qu'ils font. Et en creusant un peu, ils nous racontent aussi ce qu'ils font en dehors de leur travail. Il y en a un qui nous raconte qu'il aime bien les Rolling Stones. Il y en a un autre qui nous raconte, peu importe. Sauf que, du coup, le gars qui venait les voir leur demande si ils accepteraient qu'on les prenne en photo, qu'on fasse quelques rushs de leur bureau. Eux ne comprennent pas très bien pourquoi, mais acceptent. Une demi-heure plus tard, on revient avec une petite vidéo de 2 minutes
sur fond d'Angie, les Rolling Stones, et là on les voit travailler, et là c'est des héros. Parce que la musique est belle, parce que les prises de vue sont belles, parce qu'il y a des gros plans sur leur espace de travail. Et là, on marque un point, ils sont assez émus, et le lendemain, ils nous disent tous, on a montré à nos enfants, on a montré à notre femme, pour la première fois, ils se remettent à parler de leur travail chez eux. Ça faisait 20 ans qu'ils ne parlaient plus de leur travail chez eux. Ça faisait 20 ans qu'il n'y avait plus de fierté de ce qu'ils faisaient. Et plus ça va, plus je crois que cette question-là est majeure. Je crois qu'il faut revenir à cette idée de l'artisan dans l'entreprise, qui fabrique, qui donne à voir, qui montre. Donc là, on a un sujet assez majeur qui, en termes de compétences, se traduit par la nécessité de développer des compétences de mise en scène, de vidéo, de photos, d'utilisation d'imprimantes 3D, de dessin. De mille façons, on va en avoir de plus en plus besoin. Et ceux qui auront ces compétences vont vraiment faire la différence avec les autres. Mais autant que la mise en scène du travail est en train de se jouer une autre forme de mise en scène, c'est la mise en scène de soi. Hein, la mise en scène de soi, vous le savez bien tous dans cette salle, vous devez passer votre temps à envoyer des snaps, des tweets, à poster des photos sur Instagram, à chatter sur Facebook, bref, à vous mettre en scène. Et effectivement, ça vous paraît même tellement évident que vous n'avez plus beaucoup forcément de recul là-dessus. Mais la mise en scène de soi sur la toile devient une composante de notre identité de plus en plus importante et surtout de plus en plus déterminante. Si je me mets en scène sur LinkedIn et sur Instagram et sur, j'optimise mes chances de trouver un boulot, j'optimise mes chances de tisser des liens sociaux. C'est peut-être comme ça que je vais rencontrer ma future conjointe ou mon futur conjoint, etc., etc. Et ça prend même tellement de place que les Google Glass, qui ne sont pas sur le marché parce qu'il y a eu un problème d'acceptabilité sociale, malgré tout, nous proposent une technologie que d'autres sont en train de développer et d'installer sur le marché. C'est que je me promène dans la rue, je peux photographier une jeune femme qui me plaît, je peux retrouver son nom en quelques secondes grâce à la reconnaissance faciale, et je peux avoir une synthèse de toutes les traces qu'elle a laissées sur Internet grâce à un petit tracker développé par 2 chercheurs de Pennsylvanie. Petit tracker qui me permet en quelques instants de connaître ses goûts, de connaître les lieux où elle sort, si elle a laissé des traces sur Internet, et bien sûr qu'elle en a laissé des traces. Bien sûr que ça, elle nous dépasse toutes les traces qu'on laisse sur Internet. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le travail, ça veut dire que de moins en moins dans le travail, je pourrais faire abstraction de ça. Ça veut dire que de plus en plus au quotidien, moi, Interface, j'ai des consultants qui passent leur journée à émailler leur travail de posts sur Facebook, de tweets, etc. Et moi, en tant qu'employeur, évidemment, je ne suis pas très à l'aise parce que parfois, j'ai envie d'aller les voir et de leur dire « Mais tu sais, je ne te paye pas pour entretenir ton image sur Internet. » Ben ouais. Mais la personne en face serait bien tentée de me répondre « Mais tu sais, je ne peux pas mettre entre parenthèses mon identité sur Internet. » Tout simplement parce que c'est ce qui détermine une grande partie de ma vie et de plus en plus. Mais alors, côté face, le lendemain, moi, petit patron de PME que je suis, je vais voir la même personne, je vais voir Julien et je lui dis « Tu sais, Julien, je suis un peu embêté parce que demain, tu as rendez-vous avec un gros client. Tu te souviens ?»« Oui, bien sûr, je l'ai bien préparé. Julien, c'est quelqu'un de sérieux. » J'ai dit « Tu sais, je suis allé sur Google juste parce que peut-être que notre client va faire ça. J'ai tapé Julien pour voir. Puis on te voit ivre-mort au bord de la piscine. Et là, ça ne va pas le faire pour notre client. Ça ne va pas le faire et c'est même un peu risqué. Donc, écoute, je comprends, tu es jeune. Mais du coup, Julien, je te propose de prendre je vais même te payer un coach en e-réputation parce que tu comprends que là, si tu veux continuer chez nous, on ne peut pas se permettre ça. Et moi, Julien, assez naturellement, qu'est-ce qu'il devrait me dire? Il devrait me dire, mais je ne veux pas que mon image soit instrumentalisée commercialement par un coach en e-réputation. Laissez-moi tranquille, laissez-moi gérer mon image. Vous voyez le point de tension qu'on a? Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de ce 4e point de tension et de cette 4e transformation en termes de compétences? D'abord, la première, c'est que plus que jamais, vous avez raison de continuer à travailler vos compétences de mise en scène. Vous allez en avoir de plus en plus besoin. Donc ne vous l'interdisez pas, ne vous freinez pas. Et même si ça ne vous fait pas plaisir parfois, oui, cette question de la mise en scène, elle prend de plus en plus de place. Je ne suis pas en train d'en faire l'apologie, je pense même que parfois c'est un peu bling-bling, un peu factice, un peu gadget. N'empêche que ça fait partie des codes qu'il va de plus en plus falloir avoir. Deuxième
catégorie de compétences, deuxième famille de compétences à développer, bah, c'est aussi, et on va y venir tout de suite après avec le 5e point de tension, c'est aussi d'être capable de faire la part des choses entre cette grande mise en scène, ce vaste spectacle, et quand même tous les biais qu'il recèle, de pouvoir lire entre les lignes sur ce que les uns et les autres mettent en avant. Parce que si on suit bien ce qui est en train de se produire, combien d'entre nous parfois, et j'en parlais encore hier soir avec des gens dans un espace de coworking, se réveillent parfois ou regardent Facebook et se disent « Mais je suis vraiment une loque quand je vois toutes les choses merveilleuses que font mes amis, qu'est-ce que je suis moi ?» Et oui, sauf que tous nos amis se mettent en scène tout le temps. Et nous-mêmes, on se met en scène. Donc il y a un sujet de société quand même assez colossal, qui est que d'un côté, si on ne se met pas en scène, on prend le risque de s'exclure. Mais de l'autre, dans cette surenchère de mise en scène, on a tous l'impression qu'on n'est quand même pas très champion, pas très fort, quand on voit comment nos amis se mettent en scène. Donc voilà, il faut garder la tête froide, mais en même temps, je pense qu'on n'a pas trop le choix aujourd'hui. Si vous voulez intervenir, j'aurais dû le dire au début, mais il est encore temps, et puis on pourra peut-être se prendre un petit temps après, parce que vous avez le droit de ne pas être d'accord, ou n'hésitez pas. 5e point de tension. 5e point de tension, c'est l'imbrication croissante entre le monde réel et le monde virtuel. Au début, il y a quelques années, quand Facebook est arrivé, 2004, 2005, 2006, on l'a regardé d'un mauvais œil. Hein, on se disait, d'abord, c'est Facebook qui a inventé le terme d'ami. Moi, de ma génération, je disais, ben non, un ami, c'est pas ça. Enfin, un ami, c'est quelqu'un avec qui on a tissé des liens. C'est quoi, ces amis-là? Puis ça veut dire quoi, chatter, passer une soirée derrière son écran à chatter avec des amis, avec 200 amis? Moi, je sais pas si je compte bien. Allez, au mieux, j'ai peut-être 50, 60 amis. Et déjà, je compte un peu large. Là, ça veut dire quoi? Ça n'a pas de sens. Et donc, on disait un peu rabâche, je préfère aller boire une bonne bière, une vraie bière, dans un vrai bar, avec 3 vrais copains, que de chatter sur Facebook. Donc, c'est bien. Ça continue. Il y a encore de la résistance. Tant mieux, parce qu'on va en avoir besoin. Mais en même temps, force est aussi de constater que c'est pas forcément l'un contre l'autre, ou même l'un ou l'autre. Souvenez-vous, les premiers apéros géants, le premier apéro géant sur le champ de Mars. Et là, on s'est dit, bah, peut-être qu'en fait, on peut jouer avec. Mais aujourd'hui, on ne sait pas encore bien jouer avec. Cette articulation-là, on ne la maîtrise pas forcément bien encore. Et alors, ça donne des situations parfois un peu surréalistes. Moi, j'ai des clients qui me disent, nous, maintenant, on a décidé de tout dématérialiser. Alors, on dématérialise tout. Mais moi, dans mon sac, j'ai encore un vieil agenda papier, parce que j'aime bien voir mon temps. J'ai encore des carnets sur lesquels j'écris à la main parce que j'ai besoin de voir un peu d'aspérité. Quand tout est dans mon ordinateur, tout est aseptisé, tout est lisse, tout est dans des arborescences. Moi, ça me rend triste. J'ai besoin qu'il y ait un peu de... Donc, c'est sur cette question de l'imbrication entre le réel et le virtuel, ce qui se joue là, c'est qu'il va falloir qu'on soit à la fois assez à l'aise pour jongler avec ces ressources virtuelles, mais il va aussi falloir qu'on soit capable de faire la part des choses et de continuer à rester dans la vraie vie avec, encore une fois, de la chair, avec de la matière, avec des aspérités. Sinon, on va se dématérialiser soi-même et il ne restera plus grand-chose de nous à ce moment-là. Donc, 5e point de tension, 5e transformation, il va falloir apprendre à apprivoiser ces deux mondes. Et là aussi, on n'en est qu'au début. Hein, vous avez dû tous voir arriver les Oculus. J'en parlais la semaine dernière, avec le vice-président de Dassault Systèmes. Dassault Systèmes, c'est un peu la boîte très innovante en France. Il me disait qu'il était en train de tester les derniers Oculus, qui sont encore au stade de prototype, qui ne sont pas encore diffusés au grand public. Il me dit, mais t'imagines même pas l'impression de réalité qu'on a avec ces Oculus aujourd'hui. Il y a encore quelques temps, les Oculus, on avait un peu le mal de mer quand on les mettait. Demain, ça va être comme un monde, un vrai monde. Qu'est-ce qu'on fait de ça? Alors pardon, oui, les Oculus, excusez-moi. Les Oculus, c'est ces masques à réalité immersive qui font que quand je les mets, j'ai l'impression d'être dans un autre monde. Si en plus je mets des capteurs corporels, je peux ressentir des sensations physiques. Donc c'est très tentant. Si en plus le monde dans lequel je suis qui s'urbanise est de plus en plus pollué, si en plus j'ai pas la chance d'habiter au cœur des centres-villes, mais loin dans une banlieue un peu triste, je vais être très tenté de mettre mes Oculus pour basculer dans un autre monde. Qu'est-ce qu'on fait de ça?
Donc là, on a une sacrée question. Et encore une fois, je ne prétends pas faire la morale, je ne dis pas ça c'est un mauvais monde, je dis juste, voilà, il se passe quelque chose d'énorme, il va falloir qu'on apprenne à l'apprivoiser, et votre génération, peut-être plus encore que les nôtres, sont attendues là-dessus. 6e point de tension, 6e transformation, c'est la transformation de nos relations. J'ose pas me retourner parce que je vais complètement me déconcentrer. Donc je fais comme si ça n'existait pas, mais je vois bien quand même qu'il se passe, qu'on est déjà en 3 dimensions. Il y a moi, il y a vous et il y a là. Mais j'espère bien que vous me les garderez parce que j'aimerais bien les relire tranquillement à tête reposée, si c'est possible. Je peux pas m'en empêcher quand même. D'accord. Du coup, je perds le fil. Oui, sixième transformation, c'est la transformation des relations. Cette transformation des relations, elle est majeure. Et là aussi, il faut qu'on la comprenne. Elle est à la fois qualitative et quantitative. D'un point de vue qualitatif, vous êtes en train d'inventer quotidiennement une nouvelle grammaire digitale, un nouveau lexique, un nouvel alphabet. Et tous les jours, ça change. Et alors, ça fabrique évidemment potentiellement de l'exclusion. Je vais vous raconter une petite histoire toute bête. Moi, je ne suis pas très selfie. C'est vrai que franchement, je n'aime pas cette pratique. Bon, peu importe, moi, je ne l'aime pas trop. Mais il se trouve que, je sais pas, il y a 2 mois, peut-être à Noël, je fais un selfie pour des copains, sur le mode qui regarde où je suis, et que j'envoie à des copains. Bon, jusque-là, rien d'extraordinaire. Et puis, le soir, mes enfants... charge des photos et du coup tombe sur ce selfie. Et là, ils éclatent de rire. Alors, pourtant, je dois être sûr qu'il n'y avait rien de marrant, je n'étais pas marrant. Je dis, mais pourquoi vous rigolez? Ils me disent, mais t'es ridicule sur ton selfie. Alors, je dis, comment ça, je suis ridicule? Ils me disent, mais ça fait longtemps qu'on ne prend plus comme ça des selfies. Longtemps, pour eux, ça fait 3 mois. Hein. Mais bon, ça fait longtemps qu'on ne prend plus les selfies comme ça. Et là, je découvre qu'il y a des façons de prendre des selfies et des façons qui sont déjà dépassées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des codes qui se renouvellent tout le temps. Moi, je n'étais pas habitué. Pour nous, l'alphabet, une fois qu'on le maîtrisait, la grammaire, une fois qu'on l'a maîtrisé, le lexique, une fois qu'on le maîtrisait, c'était bon pour la vie. Non, là, ça change tout le temps. Et donc, encore une fois, il y a évidemment un vrai risque d'exclusion. Ça veut dire qu'il va falloir qu'on apprenne et qu'on se donne les moyens en permanence d'apprendre. Alors, vous, c'est vrai que quand on avait 25 ans, on est au cœur de l'action. Donc, on apprend en permanence cette évolution-là. Mais c'est vrai qu'à mesure qu'on vieillit, ces lexiques-là, cet alphabet-là, cette grammaire-là, on perd un peu pied. Et si on y prend garde, c'est toute la question des relations intergénérationnelles aussi qui se joue là-dedans. Et donc il va falloir qu'on soit sacrément vigilant si on ne veut pas fabriquer une espèce de communautarisme excluant d'autres communautés qui n'auraient pas les mêmes codes parce qu'ils n'auraient pas appris à mesure que ces alphabets évoluaient. Transformation qualitative, mais aussi transformation quantitative. En 2011, une étude qui nous disait qu'on était en moyenne interrompu toutes les 7 minutes par un mail, un texto. En 2014, c'était toutes les 3 minutes. Il n'y a pas longtemps, je suis allé voir sur le même site, et là, ils disent on a arrêté de compter. Il y a trop de connexions, trop d'interruptions. Chaque connexion que l'on reçoit ou que l'on émet, c'est un bout d'émotion qui se joue. Pas grand-chose, hein. 2 grammes, 3 grammes. Parfois, c'est 1 kilo quand c'est une bonne nouvelle, une mauvaise nouvelle. Parfois même, le texto que je ne reçois pas est de l'émotion. Pourquoi? Parce qu'elle ne m'a toujours pas écrit. Et mises bout à bout, ces émotions créent ce qu'on pourrait appeler une surcharge émotionnelle. À la fin de nos journées, quand on met côte à côte ces petites surcharges émotionnelles avec la surcharge cognitive que j'évoquais tout à l'heure, on comprend mieux pourquoi on a du mal à s'endormir. On comprend mieux pourquoi notre cerveau continue encore à mouliner. On comprend mieux pourquoi notre temps de sommeil se réduit. Et alors, on comprend mieux aussi pourquoi, au quotidien, parfois, dans les organisations, on le ressent de plus en plus, les relations peuvent être un peu épidermiques, un peu à fleur de peau, un peu à vif. On a un peu moins qu'avant la tête froide. Et alors, cette question de la transformation des relations, évidemment, elle nous intéresse au plus haut point parce que, là aussi, elle pourrait rapidement fabriquer de nouvelles maladies professionnelles. Et donc, elle nous invite à explorer une nouvelle famille de capacités. C'est ce qu'on a appelé dans le dernier ouvrage
les capacités existentielles. Et au premier rang des capacités existentielles, il y en a une qui me paraît majeure, c'est la capacité à me ménager. Dans ce monde d'abondance, dans ce monde qui me sollicite tout le temps, et qui va me solliciter de plus en plus, et de manière de plus en plus fine, je vais avoir besoin de me ménager, sinon je vais mourir. Ou alors je vais être complètement aliéné. Hein, vous avez, je ne sais pas si vous avez, certains d'entre vous connaissent une application qui s'appelle Google Now. Google Now, N-O-W. Non? Il y en a qui connaissent? Alors, je vous la raconte en 2 mots parce qu'elle est très symptomatique de ce qui pourrait nous arriver. L'application existe. Je pense qu'aujourd'hui, elle est encore peu connue parce qu'elle est quand même socialement assez vertigineuse. Quand vous avez cette application, je vais prendre un exemple tout bête. Vous avez décidé de passer le week-end prochain à Barcelone, vous êtes parti en avion à Barcelone, et puis lundi matin, vous reprenez un avion, votre avion est à 10h, vous devez être à l'aéroport à 8h30, vous avez prévu de partir à 7h30, et donc de vous réveiller à 6h30. Et puis votre téléphone sonne à 5h. Et là, vous ne comprenez pas pourquoi, et c'est Google Now qui vous dit, tu sais, j'ai vu que tu avais acheté ton billet d'avion, là je sais que tu es à Barcelone, j'ai vu que tu avais acheté... Et je suis allé checker pendant que tu dormais, il y a eu un accident sur l'autoroute, donc il y a un gros embouteillage, il faut que tu partes 1 heure avant. À aucun moment, je ne me suis adressé à Google Now. Simplement, Google Now, j'ai accepté un jour que Google Now soit au courant de toutes mes opérations. Et avec l'algorithme de Google Now croise et sait exactement tout ce que je fais. Google Now est devenu mon assistant de vie. Et si j'y prends garde, il se pourrait bien que je puisse plus m'en passer. Quitte à accepter que Google sache tout de moi. C'est tellement pratique, cet assistant de vie. Donc, la capacité à se ménager, la capacité à couper, la capacité à retrouver un peu de frugalité, hein, le plaisir de la rareté. Je ne sais pas si vous avez déjà fait une expérience, moi c'est une expérience que je fais toujours en vacances, c'est je prends rien, je prends juste un journal quand je pars 3 semaines loin à l'étranger. Et alors le bonheur de lire chaque article, des articles que j'aurais jamais lus sinon. Et d'un seul coup, je découvre des mondes que j'aurais jamais explorés sinon, juste parce que je suis dans une situation de frugalité informationnelle. Donc, ce 6e point, il me paraît particulièrement important. Cette capacité à se ménager face à cette transformation des relations pour garder la maîtrise de nos relations et continuer à vivre en tant qu'humain, en tant que bipède, le mieux possible. Alors, 6 grands points de tension. Finalement, en conclusion, qu'est-ce qu'on peut se dire ? D'abord, je pense qu'on n'en est qu'au début de cette transformation. Quid des robots humanoïdes qui sont en train d'arriver à vitesse grand V dans nos organisations et qui sont assez troublants. Je ne sais pas si vous avez vu cette petite vidéo où on voit un robot qui travaille, qui marche dans la neige, qui porte des objets, puis il tombe, il se relève et il repart. Ça a été vu des millions de fois, ça fait un buzz monumental. De plus en plus, on sent bien qu'on n'est pas très à l'aise avec tout ça. Je travaillais avec un anthropologue qui avait rencontré quelqu'un qui fabriquait des robots en Inde. Et cet anthropologue, il travaillait sur l'animisme. Et alors, ils sont devenus copains tous les deux. Marrant, en plus très rigolo. Imaginez le vieil anthropologue, 67 ans, puis le jeune développeur de robots. Et ils deviennent copains et ils décident, en rentrant en France, de développer un robot intelligent et de bosser sur de l'intelligence artificielle. Et alors, ils développent un robot humanoïde. Et le robot, ils le mettent dans un musée. Et puis, ils observent. Et alors, le principe, c'est que le robot suit une personne, puis elle se met à côté d'elle. La personne regarde le tableau, le robot regarde aussi le tableau. Il a une écharpe, un chapeau. Et puis, il voit que la personne s'attarde sur la couleur bleue. Il enregistre que la personne s'attarde sur la couleur bleue. Et puis, la personne va voir un autre tableau, il l'accompagne. Et puis, il y a du bleu dans ce tableau. Et puis, le robot dit à la jeune femme, « J'adore le bleu de ce tableau. » Et là, la jeune femme est troublée parce qu'elle aussi, elle adore le bleu de ce tableau. En plus, son mari déteste le bleu, donc c'est une source de conflit entre eux. Vous voyez ce que je veux dire ? Je ne suis pas en train de dire qu'elle va tomber amoureuse du robot, mais... Et donc, les robots humanoïdes et l'intelligence artificielle. Quid des imprimantes 3D dont on nous dit que c'est une révolution peut-être encore plus importante qu'Internet, puisqu'elle est en train de bousculer tous les systèmes de production, de transport et de distribution. Quid des nanotechnologies et des biotechnologies. Quid, je l'ai évoqué tout à l'heure, des objets connectés, des algorithmes et de ce monde, de cette profusion d'informations.
avec en plus, vous le savez bien aussi, la tentative prédictrice de prédire nos comportements. Hein. Amazon qui sait avant nous ce qu'on va vouloir acheter. Donc, je dirais que on n'en est qu'au début. En même temps, gardons-nous aussi des prospectivistes les plus fous. Il y a des innovations qui ne verront jamais le jour parce qu'elles ne trouveront pas de modèle économique. Il y a des innovations qui ne verront jamais le jour parce qu'elles ne seront pas acceptables socialement. Il y a des innovations qui seront court-circuitées par d'autres innovations. Donc gardons la tête froide par rapport à ça. Mais finalement, qu'est-ce qu'on peut retenir de tout ça? Premier point, plus que jamais, on est dans un monde en grande transformation. Il va falloir qu'on accepte, et c'est plutôt tant mieux, d'expérimenter. Expérimenter, c'est procéder par essai-erreur, test and learn. Expérimenter, c'est accepter qu'il n'y a pas de bon modèle. C'est accepter qu'il faut essayer. Et surtout, quand on expérimente dans une entreprise, dans une organisation, on est obligé de dialoguer. On est obligé de se confronter. Par exemple, en ce moment, nous, on expérimente de nouveaux espaces de travail. Je suis convaincu qu'il n'y a pas de bons espaces de travail. Il n'y a pas de recettes toutes faites. Par contre, je suis convaincu qu'il faut expérimenter. Pourquoi? Parce que là, on débat. Parce que là, il y en a un qui dit, moi j'aimerais bien mettre un canapé. L'autre dit, ben bon, pourquoi? Et on va expérimenter, on va voir ce que ça donne, on ne sera pas d'accord, et c'est pas grave. Premier élément vraiment essentiel, c'est de fuir tous les modèles, d'accepter qu'il n'y ait pas de bons modèles, de sortir d'un certain manichéisme, et de se dire, dans ces périodes de grande transformation, restons plus que jamais ouverts. Ah là, je ne peux pas résister, là. Restons plus que jamais ouverts. C'est vrai que j'ai beaucoup apprécié dans votre propos introductif quand vous avez dit bravo à chaque région, il y a de l'énergie, mais de rester ouvert aux autres, enfin écouter, observer. Pour moi, l'expérimentation, c'est presque une valeur forte. Et concrètement, je pense qu'au quotidien, votre génération, vous, quand vous allez arriver en entreprise, il va falloir que vous proposiez d'expérimenter de nouvelles façons de faire et que vous désacralisiez l'expérimentation et que vous désacralisiez ce que vous proposez. Ça me paraît vraiment majeur. Tellement majeur d'ailleurs que le laboratoire dont je vous ai parlé tout à l'heure, on en a fait notre fil rouge, c'est-à-dire que toutes nos interventions ne sont que des expérimentations et c'est ce qu'on vend à nos clients. On dit voilà, on vient expérimenter et on va accompagner ces expérimentations. Je pense même que demain, le travail, ce sera essentiellement des expérimentations. Et ce sera dans ce mouvement permanent d'essais-erreurs. Deuxième point, je pense que plus que jamais, nos organisations vont devoir être hétérogènes. Après un siècle de standardisation et d'homogénéisation, plus que jamais, elles vont avoir intérêt à s'hétérogénéiser pour une raison simple. Elles demandent aux gens d'être agiles, elles demandent aux gens d'être autonomes, elles demandent aux gens d'être créatifs. Mais pour être agile, autonome et créatif, il faut me laisser être ce que je suis. Et pour être ce que je suis, il faut accepter que je ne sois pas comme celui qui est à côté, en bon petit soldat. Il faut qu'on accepte ma subjectivité. Et donc, il faut qu'on accepte une forme d'hétérogénéité. Tout le sujet va être pour les organisations de savoir jusqu'où elles sont capables de prendre en compte cette hétérogénéité. Mais dans une enceinte comme la vôtre, avec des gens qui vont à l'église, d'autres qui ne vont pas, avec une tolérance a priori que vous prêchez, tant mieux, justement, je pense que là, vous êtes bien outillés pour ça, parce que l'hétérogénéité, c'est la capacité à vivre ensemble, c'est la capacité à accepter la diversité. Et là, je pense qu'on tient quelque chose qui est assez énorme. Et que les entreprises commencent à entendre, même si elles sont très ambivalentes. Troisième principe qui me paraît essentiel, c'est tout simplement qu'il va falloir plus que jamais veiller à intégrer, à inclure, à embarquer tout le monde. On est quand même dans un environnement dans lequel je crois qu'on a intérêt à accepter aujourd'hui d'être ambivalent. D'un côté, je me réjouis de voir tout ce qui est en train de se passer. Les entreprises s'ouvrent, s'aèrent, etc. De l'autre, je constate quand même que ça ne change pas tant que ça. On voit une gouvernance, des gouvernances dans les organisations qui disent aux gens d'en bas, allez-y, bougez, soyez agiles, soyez créatifs. Soyez autonomes, soyez responsables. Hein, c'est les maîtres mots. Soyez collaboratifs. On voit des gens en bas qui disent ouais, finalement, ça me dit bien. D'autant plus que le pacte social
de l'emploi à vie, de la promotion permanente, du pouvoir d'achat qui croissait, ce pacte-là étant rompu, du coup, c'est plus très rigolo. Donc au moins, qu'on me donne un peu de latitude, ça m'arrange bien. Mais très vite, quand on demande aux gens de bouger, ils sont prêts à bouger, mais très vite, ils disent on n'arrive plus à bouger là, ça coince, le manager ne veut pas. Alors on va voir le manager. On dit manager, qu'est-ce qui se passe? Le manager, qu'est-ce qu'ils nous disent tous en ce moment? On aimerait bien, mais on continue à avoir de la descente, de la prescription. Et on continue à nous demander de contrôler, de nous assurer que ça se passe bien, et on continue à nous demander de faire du reporting. Donc on n'a pas le temps d'expérimenter d'autres façons de faire. Alors on va voir la gouvernance. Et on dit à la gouvernance, ce serait bien que vous lâchiez un peu. Et là, la gouvernance se crispe, elle se tétanise, et elle dit, comment ça lâcher? Ça y est, on a lâché. On a dit, non, vous êtes en train de vous comporter en gestionnaire, et en tant que gestionnaire, vous n'aimez pas les risques, et ça, on le comprend. Ce qu'on vous demande, ce qu'on attend de vous maintenant, c'est que vous vous comportiez en dirigeant, qui prennent des risques, qui assumiez de prendre des risques. Et là, on n'y est pas encore. Et aujourd'hui, c'est un peu notre bataille. Et donc, en conclusion de ma conclusion, j'aurais envie de dire, ça, c'est votre job. Vous arrivez à 20, 25 ans, bien diplômé, c'est vous qui allez assurer ce mouvement-là. Mais ce mouvement-là, il va falloir le porter à l'échelle de l'ensemble de l'organisation. C'est toute l'organisation qui doit bouger. Et alors, je serais tenté de dire, si on y arrive, là, pour le coup, moi, ça me rend très optimiste de ce qui est en train de se produire. Il y a un très bon bouquin que je vous invite vivement à lire, et qui, je crois, a été écrit par un ecclésiastique, qui est un bouquin absolument fantastique. Moi, c'est ma Bible. Vraiment, mais il est très rare. Il est très dur à trouver, il se vend cher même, tellement il est rare. C'est vrai, et je vous assure. C'est un bouquin qui s'appelle « Jeux finis, Jeux infinis ». C'est un bouquin qui est juste excellent. Et qui est une invitation, justement, à se dire, sortons de ces jeux finis, de ces organisations finies, acceptons que le jeu soit infini, et acceptons en permanence de rebattre les cartes et d'ouvrir, acceptons l'ouverture. Et je pense qu'on est dans une période où c'est possible, et si je ne crois plus au grand soir, je crois réellement au petit matin, et que petit matin après petit matin, on peut faire bouger les lignes. Voilà.